Bonjour tout le monde. Avec Espace Marx, on est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro du podcast Cyber Révolution, le podcast qui parle des révolutions en cours et on espère des révolutions à venir. Aujourd'hui, on est très fiers de recevoir Emmanuelle Roux. Emmanuelle, tu es une exploratrice du monde numérique, du web au Fab Lab, des communs numériques à l'IA, de l'éducation aux enjeux d'habitabilité de la Terre. Aujourd'hui, tu expérimentes avec l'IA. Tu crées de nouveaux espaces collectifs et en parallèle, tu es directrice de cabinet auprès du directeur général de l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière. Alors je précise que tu n'es pas là en représentation de l'IGN, tu nous parles en ton nom aujourd'hui. Ça va, Emmanuel ? Très très bien, merci à toi. Merci bien. Super, on est très très content de te recevoir. Alors pour que les gens sachent, on s'est rencontrés au forum sur la gouvernance de l'Internet, où on intervenait sur Internet, l'IA et les territoires. Moi, ce qui m'a surpris en t'entendant, c'est ton enthousiasme pour l'IA générative, alors que dans les milieux libristes, j'ai plutôt l'habitude d'entendre du scepticisme, sinon même de la méfiance ou de l'hostilité. Tu reliais ça à l'aventure Maker, Hackerspace, etc. Alors d'abord, c'est quoi ton histoire à toi avec le mouvement Maker, Hacker, etc. Oui, bah écoute, merci à toi. Le premier point, peut-être, c'est déjà de dire d'où je viens, plus largement. Et souvent, je dis finalement, si je suis là ce soir, ou maintenant, si on est là ensemble, c'est parce que j'ai eu la chance, quand j'avais 10 ans, et par l'école de la République, de rencontrer mon premier micro-ordinateur. C'était un MO5 Thomson. Il y avait un grand plan informatique pour tous à l'époque. Il y avait déjà une croyance que finalement, si on amenait les enfants de banlieue à coder en logo avec une petite tortue qui bougeait sur un écran, et ça rappellera des choses à plusieurs d'entre nous, en fait, on allait quelque part les aider à sortir des banlieues. Il y avait déjà ça. C'est assez étonnant de se dire qu'au milieu des années 80, il y a déjà cette croyance. Et moi, quand je rencontre la machine... déjà à l'époque, il y a vraiment un espace de liberté qui se construit et de créativité. Ce qui m'a frappé avec l'ordinateur, c'est que ça permettait de créer tout et n'importe quoi déjà. C'est-à-dire que je pouvais aider mes parents à essayer de classer des cassettes vidéo, parce que mes parents avaient plein de cassettes vidéo et que c'était le bazar, créer un bout de logiciel pour faire de la musique, créer un bout de logiciel pour faire du jeu vidéo, développer un truc pour faire de la poésie aléatoire, quoi, tout ce que tu voulais. Tu avais une idée et soudainement, ton idée, tu pouvais la transformer en une forme de réalité, certes virtuelle, puisque c'était du code, mais pour autant tu pouvais. Et ça, à partir d'un langage, donc comme tu apprenais une langue étrangère, tu apprenais un langage informatique et tu accédais à une nouvelle grammaire du monde. Et donc moi, à 10 ans, évidemment, je ne l'intellectualisais pas de la même manière, mais c'était ça le sujet, quoi. Il y avait un sujet vraiment d'espace de liberté et de créativité. Et donc encore aujourd'hui, puisque je codouille, j'appelle ça je codouiller, donc je codouille le week-end ou quand j'ai du temps, quoi, ou les vacances, beaucoup. Je dis, il y en a, ils font du yoga, il y en a, ils font du piano, il y en a, ils font du handball. Et ben moi, je fais du codouillage. Et donc, c'est vraiment une pratique créative. J'irai pas jusqu'à dire artistique parce que pas complètement dans ma pratique personnelle. J'ai des copains qui sont technologistes artistes ou créatifs technologistes, on appelle ça, dans un bon mot anglais. Je suis désolée pour voilà, mais bon, voilà, c'est le milieu qui veut ça aussi. Mais il y a vraiment cette frontière entre art politique et technologie qui m'a toujours animée. Et je pense qu'elle explique aussi qu'on se parle évidemment ce soir. Et donc, quand c'est déjà le mouvement Fab Lab et Maker qui est là. Et déjà, la question de l'accès, le micro-ordinateur, c'est donner le pouvoir à chaque individu de produire des choses par soi-même. Et déjà, les fondateurs du mouvement Maker sont les mêmes qui sont au Media Lab du MIT des années 80. Le fondateur du langage Logo est celui qui va derrière initier aussi le mouvement Maker. Parce qu'il y a cette question, non pas du tout de sortir les gamins des banlieues pour en faire des bons travailleurs et des bons salariés qui vont y travailler, c'était pas du tout ça l'ambition. Lui, il était persuadé que l'ordinateur allait amener un besoin d'apprendre autrement. Et que pour apprendre autrement, personne ne pouvait comprendre comment les gamins apprenaient, donc il fallait les mettre face à des machines et que finalement, ils apprennent en faisant et qu'ils arrivent à construire une nouvelle forme d'apprentissage par eux-mêmes. Et c'est ça le sujet qui va toujours m'animer en fait. Donc ça, c'est vraiment le point de départ
point de départ qui va se continuer avec un ami avec qui j'ai beaucoup codé adolescente. Sauf qu'on n'habitait pas la même ville, c'était compliqué. À l'époque, si tu voulais comparer ton code avec quelqu'un, il fallait aller au téléphone fixe qui était au bout du couloir. Tu pouvais pas voir ton code en même temps et tout ça. Et donc, on a entendu dire qu'aux États-Unis, il y avait un truc qui s'appelait Internet et qui permettait de connecter des machines et de voir ce qui se passait sur le poste de l'autre. C'était pas là encore en France. Et donc, on a été un peu frustrés de ça. Mais du coup, quand le web arrive en France, je sais exactement à quoi ça sert déjà. Et donc, immédiatement, il y a un modèle. J'ai un copain qui fait de l'informatique qui vient m'expliquer le b.a.-ba de comment tu produis un site web. Et je suis passée d'un monde, et ça, moi, je m'en souviendrai toute ma vie, je suis passée d'un monde où le matin, si je me dis je veux publier un truc, faire un fanzine, quoi, tu vois, le truc assez classique, quand j'avais envie de faire un petit magazine ou autre, il fallait que je trouve des éditeurs, soit que je trouve une photocopieuse et je faisais vraiment le petit fanzine, soit fallait convaincre un monde professionnel d'aller faire de l'édition, etc., etc. Et ce soir-là, je me suis mise devant mon ordinateur, j'ai appris ce qu'était un FTP et de l'HTML. J'ai fait mon premier bout de code en HTML, je l'ai poussé sur un FTP et j'étais mondialement disponible. Moi, Emmanuelle Roux, citoyenne de 18-19 ans, ou 20 ans peut-être à ce moment-là, soudainement, tu avais cette question de distribuer la capacité de production au peuple. Tu vois, parce que dans le d'où je viens, mon père a monté les MJC de France avec la question de le libre accès à la culture de tous, et ma mère bossait à l'Humanité. Donc, c'est pas complètement pour rien que j'arrive aussi ici, quoi, tu vois. Il y a une forme d'héritage familial. Et donc, effectivement, cette capacité soudaine d'avoir le pouvoir d'agir, le pouvoir de créer, le pouvoir de fabriquer soi-même, d'abord du code informatique, puis de la publication par Internet, quand l'imprimante 3D arrive, et le mouvement, et la fabrication numérique, et les découpes laser, et la question de l'open hardware après l'open source, et que je découvre qu'il y a un réseau mondial de lieux d'apprentissage qui s'appelle les Fab Labs, et que tout ça c'est fait pour apprendre, évidemment, je vais plonger dedans. Et je vais plonger dedans, et évidemment, le mouvement maker, je vais plonger vraiment, quoi, tu vois. Donc, je vais ouvrir une dizaine de lieux en France au total, je vais y passer vraiment ma vie, 2009-2015, tu vois. J'ai fait 6 ans très formatrice dans ce milieu où je vais découvrir les hackerspace que je fréquentais pas en parallèle. À ce moment-là encore, quand je vais découvrir cette occasion, je vais aller faire le CCC, évidemment. Tu peux expliquer ce que c'est le CCC ? C'est un magnifique camping. Tu mets un camping, tu mets tous les hackers, bricoleurs, bidouilleurs, donc tu imagines 5000 tentes à peu près sur une base aérienne d'Allemagne de l'Est avec les avions encore présents et compagnie, les hangars à avions qui sont transformés en lieux de conférence. Et tu as plus de fils RJ45 pour essayer de relier des ordinateurs que d'habitants dans l'espace, quoi. C'est un truc complètement hors sol. Et où tu as des gens qui font décoller des bouts de fusée, d'autres qui font du lockpicking, d'autres qui parlent très, très intelligemment des vrais enjeux politiques de notre monde, et tout ça en même temps dans une ambiance très, très festive. Voilà. D'accord. Et cette énergie collective autour de la création et de le faire ensemble, tu le retrouves maintenant dans l'IA générative ? Alors, en fait, il y a dans un mot que j'aime pas beaucoup, mais qui est celui qui est usage, qui est l'encapacitation citoyenne. Ça, oui, bien sûr. L'IA générative nous donne un accès soudain à des zones de pouvoir qui sont même du puissant 100 ou 1000 par rapport à ce qu'a été Internet et le micro-ordinateur. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous avec les moyens de faire des choses et de produire des choses qui, pour moi, ressemblent plus, alors je ne l'ai pas vécu parce que je n'ai pas l'âge, j'imagine celui qui remontait l'eau au puits et qui a vu les moteurs arriver. J'imagine celui qui était cavalier et qui a vu la voiture arriver. Tu vois, tu as un tel écart dans ce qu'on est capable de faire. On vivait à l'échelle d'un village, et je ne dis pas que c'était d'ailleurs forcément moins bien. Hein. Tu vois, je ne défends pas l'idée que tout ça soit forcément que du bon. Loin de là. Mais
on vivait quand même dans un horizon géographique à, je vais te dire n'importe quoi, je ne suis pas spécialiste, mais 20-30 km autour de chez soi, c'était déjà, tu vois, si tu veux faire 30 km pour y avoir des copains, c'est déjà pas rien. Quoi, tu vois. Aujourd'hui, on se dit, ouais, je passe te voir ce week-end, t'es à 500 bandes, ça ne nous pose pas de problème. Quoi. Voire, il y a des gens qui prennent un avion et qui se disent, je vais te voir ce week-end en y allant à 12 heures de vol, ce qui est un peu... Voilà. Et donc, cette question du changement du rapport au monde, tu vois, et de qu'est-ce que l'individu peut faire ou pas, et qu'est-ce que le collectif fait, pas que l'individu, mais en tant que citoyen, vraiment en tant que citoyen dans tout le sens du terme, qu'est-ce que je peux faire. L'IA générative est un démultiplicateur de pouvoir qui est vraiment à la fois impressionnant, qui peut être intimidant, et qui en même temps pour moi est extrêmement libérateur, joyeux, créatif, c'est infini quoi. Et démocratiquement, encore une fois, à condition de résoudre, on en discutera quelques petits sujets. Il y a un sujet de... Aujourd'hui, on n'a pas tout à fait l'IA qu'il nous faut et il y a d'autres formes de... Quoi. On est dans un moment de transition où l'IA débarque et tout n'est pas réglé. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut collectivement vouloir savoir quelle IA on veut, comment on la construit, pour faire quoi, etc. Mais est-ce qu'il y a un désir d'IA ? Oui. Et y compris parce que démocratiquement, aujourd'hui, tous les gamins ont gagné un précepteur personnel. Moi, je vois mon mari en ce moment, qui soudainement se met à la philo, parce que il avale les bouquins les uns après les autres, en posant des questions toutes les 3 pages ou toutes les 2 pages, ou en disant, tiens, on attaque tel chapitre de telle œuvre philosophique, est-ce que tu peux me donner les 3 clés pour comprendre ce dont ça va parler ? Puis il le lit, puis il pose des questions, et puis il dialogue, et puis à la fin, il a lu son chapitre, il se fait comme ça des auteurs qu'il n'aurait jamais abordés seul. Il est dyslexique, il se met à écrire des nouvelles. Moi-même, j'étais dysgraphique et c'est une des raisons pour lesquelles l'ordinateur a été mon ami très vite, tu vois. Donc oui, il y a une question évidemment, je parle pas très très mal anglais, donc soudainement la question de la traduction universelle que tu avais dans Star Trek avant, où tu pouvais parler n'importe quelle langue avec n'importe qui, on est en train de le vivre. Pour quelqu'un comme moi, c'est un accès à pouvoir dialoguer avec n'importe qui dans le monde. Tu vois, on peut avoir des échanges intellectuels, y compris avec des langues que je n'aurais jamais appris dans tous les cas, quoi, tu vois, parce que l'anglais, à la rigueur, je pourrais peut-être faire un effort, mais j'ai pas le cerveau fait pour apprendre toutes les langues de tous les gens, voilà. Donc je trouve que ça, c'est le côté... Il y a un moment d'enchantement. Et en même temps, est-ce qu'il y a un moment collectif d'enchantement ? Pas assez à mon goût. C'est-à-dire que c'est une des démarches que j'ai, c'est de recréer des espaces collectifs, parce que je pense qu'on est trop seul face à la technologie qui débarque. Je pense que cette technologie, elle nous percute de plein fouet, que moi, je suis plutôt armée, j'ai déjà vécu d'autres arrivées, j'ai déjà réfléchi à ces trucs-là, j'aime ça, mais que si vraiment tu es à côté, il y a de quoi quand même être plutôt tétanisé plutôt qu'enjoué. Et donc, on a besoin d'espaces de délibération, de discussion, d'expérimentation, de joie, de confiance, d'accompagnement, de partager nos doutes, etc. Et comment t'expliques on en parlait tout à l'heure, on a bu un verre, il faut dire la vérité tout à l'heure. Oui, quand même, c'est quand même un des choses. C'est quand même un moment important. Tout à fait. Comment t'expliques le fait que, il y a toute la question autour de l'impact social et écologique et des vrais sujets, quoi, sur ces points-là, autour du développement de l'IA, puisque de toute façon, c'est développé par des gens qui sont des grandes entreprises américaines et qui cherchent à développer leurs propres profits, qui sont en bourse, etc. Mais au-delà de ça, ce que tu décris là, c'est-à-dire la mise à disposition extrêmement large, facile et accessible de plein de connaissances. Moi, j'ai expérimenté aussi, un peu comme toi, sur un autre sujet, parce que à un moment, j'ai fait une reprise d'études, j'avais pas le bac S et je voulais faire des études scientifiques, donc j'ai dû, adulte, tu vois, repasser un bac S, et je partais d'une étape de ma vie, on va dire, où j'étais très nul en maths, et me recoller au truc, c'était il y a une quinzaine d'années, c'était vraiment dur, et j'ai dû me casser les dents 3 ou 4 fois pour y arriver, et maintenant je me dis que ça aurait tellement changé ma vie d'avoir ça. Mais comment t'expliques que cet accès-là, il soit vécu par plein de gens dans le monde de l'émancipation, on va dire, dans le camp de l'émancipation, avec de la méfiance, avec de la négativité, en se disant, mais est-ce que ça rend pas passif ? On entend aussi, est-ce que ça détruit pas les neurones des gamins d'avoir accès si facilement à la culture ? Comment t'expliques ce mouvement de recul qu'il y a, quoi, alors qu'effectivement, c'est le rêve humaniste, quoi, d'avoir des livres qui parlent tout seuls, qui répondent aux questions qu'on leur pose, comment c'est l'encyclopédie de Diderot x 1000, enfin. Oui, tout à fait.
Plusieurs points, je ne l'ai pas dit. Moi, j'ai claqué la porte de la fac en cours de route. Donc, j'ai pas fini mes études. J'ai fait des études de photo-cinéma. Voilà. Mais j'ai pas fini mes études parce que je me suis fâchée avec l'université. On m'a demandé de faire un mémoire. J'avais un sujet très contemporain. On m'a dit c'est beaucoup trop contemporain. Tu ferais mieux de faire le droit de la représentation de la femme dans les années 70. Et donc, j'ai décrété que je ne serais pas rat de bibliothèque. Et donc, j'ai claqué la porte de la fac à ce moment-là. Et j'ai claqué la porte de la fac en me disant, un jour, je bâtirai une école qui permette de bâtir le futur. Parce qu'en fait, entre mes 10 ans et mes 23-24 ans, quand je quitte l'école, je vais vivre 13 ans dans lesquels on m'apprend des trucs du passé de manière correcte, et dans lesquels, quand moi j'ai des questions par rapport, tu vois, quand tu as 11-12 ans que tu codes déjà, bah, tu te poses des questions pour que ton pion de ton jeu de société, il prenne l'angle et que tu arrives à faire ton carré. Et la seule réponse que j'ai eue de la majorité de l'institution et de la majorité de mes profs, et je mets bien les deux, c'était de dire, tu verras ça en école d'ingé. Ce qui, à 11-12 ans, n'est pas une réponse, en fait. Tu vois. Et ça ne demandait pas d'avoir un niveau d'ingénieur. Quoi, tu vois, moi, après, j'anime plein d'ateliers de Scratch ou autres avec des gamins. Tu fais faire de l'Arduino à des gamins de 9-10 ans. Il n'y a aucune raison de penser que l'informatique et l'IT seraient une zone réservée que j'ai longtemps appelée la naissance d'un techno-clergé. Moi, je pense qu'on a fait naître un techno-clergé avec l'idée que le code était sacré et il suffisait et que le peuple ne pouvait pas l'apprendre. Et donc, on lui aura fait des belles images à venir voir. Ça s'appelle de l'UX. Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'ils apprennent le code, puisque de toute façon, le code était trop compliqué et devait être réservé à une caste. Et tu vois, et je trouve qu'on a laissé s'abattre la République. Tu vois, et tout le combat républicain de cette question-là, de l'accès au texte et à l'interprétation libre du texte, etc. etc. Je pourrais développer longtemps là-dessus, donc on va revenir à la question. Mais en tout cas, super intéressant. C'est un des sujets dont on est en train de se libérer. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui, plus une IA, peut coder un service numérique de bout en bout, regagner sa souveraineté numérique, ne plus dépendre de plateformes américaines et en plus, ne plus dépendre non plus d'un membre du techno-clergé et de leur prix. On vit un truc de dingue. Alors, et pourquoi, effectivement, ce recul? C'est ta question, quoi. Dire comment ça se fait que... Voilà. Moi, je vois plusieurs raisons à ça. Beaucoup d'entre eux, pour des raisons de principe, n'ont pas testé. C'est moins vrai en ce moment. Mais il y a 2-3 ans, la plupart des gens ont développé un discours critique sans avoir goûté. C'est pour ça que moi je dis, arrêtons d'en parler, ouvrons les machines, testons. Donc j'anime des labia aujourd'hui, on en parlera. Parce que si tu traverses pas avec tes tripes le fait de voir ce que la machine produit avec toi, et ce que ça ouvre comme champ, je pense que c'est très dur à... Donc déjà, je pense que c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, qui est plus critique, excuse-moi d'avance, mais qui pour moi est clé dans cette envie de bâtir une école qui permette de bâtir le futur, c'est que l'école a été fondée pour permettre de former des travailleurs. Déjà, depuis la révolution industrielle, on industrialisait, on faisait des process, on écrivait des process et des ordres. C'était tout ça dans les empires coloniaux de l'époque. Et donc, il fallait que l'ouvrier d'une usine en Inde sache exécuter l'ordre attendu, ou au moins son contremaître sache lire un process industriel. Et donc, on avait besoin que le peuple apprenne à lire. Et donc, à quel moment est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des gens qui librement peuvent apprendre ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à leur rythme, etc. Moi, je pense que c'est politique. Que la majorité des gens sont enfermés intellectuellement dans une vision que pour éduquer, il faut une structure, il faut l'école, que le maître est celui qui sait, qu'il faut évidemment décider nous-mêmes de ce que les autres doivent apprendre, que pour ça il faut un programme et tout et tout. Et moi j'aime beaucoup Jacques Rancière, et le maître ignorant, et la technologie, c'est ce qu'elle m'a appris. C'est que j'ai toujours enseigné depuis que j'ai 20-25 ans, j'ai toujours enseigné des trucs que je ne connaissais pas. Et que la clé, c'est de croire que l'autre trouvera bien quoi en faire lui-même. Du moment que tu l'aides à prendre le truc en main, il va bien trouver un chemin.
qui n'est pas la position aujourd'hui de l'éducation classique. Donc voilà, donc déjà, il y a ça, c'est que il y a ça. Et sur le côté, tout le discours que j'entends, qui est très étonnant sur mon Dieu, on va perdre des compétences, on va plus savoir faire, on va devenir idiot et tout ça. Je suis désolée, je suis née en 74, j'ai 52 ans, je suis une femme. Je n'ai pas les compétences de mon arrière-grand-mère. Et vous savez quoi? En fait, ça me va très bien. C'est-à-dire que ouais, je ne sais pas reconnaître des champignons dans la forêt, je ne sais pas coudre non plus. J'ai perdu une compétence essentielle, c'est de savoir aller battre le linge à la laverie, au lavoir d'ailleurs, et tenir la conversation avec les gens du village. Je ne sais pas faire non plus. Et je crois que ce n'est pas grave en fait. Donc cette idée que l'humain qu'on est aujourd'hui serait l'humain idéal, que les seules compétences valables sont celles qu'on a aujourd'hui, moi c'est un truc je comprends pas. Quoi, tu vois, j'ai un problème de juge, je comprends pas quoi. Donc je crois qu'effectivement on se fait peur tout seul. Ouais, non, je suis plus non plus quoi. Tu vois, je suis pas une femme du XIIe siècle, je suis pas la même femme du XVIe, je suis pas une femme du XXIIe siècle non plus, ni du XXVe siècle. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est est-ce que je suis un esprit suffisamment armé intellectuellement et politiquement pour penser mon rapport du monde et me construire dans le monde contemporain qui est le mien. Comment nos gamins grandissent dans un monde de finitude terrestre, d'IA qui font n'importe quoi mieux qu'eux avant même qu'ils aient le temps de l'apprendre, ce qui doit être très perturbant. Moi, je vois, y compris avec mes gamins, je sens bien que c'est quand même très perturbant cette histoire, et je peux le comprendre, quoi, tu vois. Et en même temps de crise démocratique, géopolitique qu'on est en train de vivre. C'est ça le sujet en fait pour moi. Voilà. Donc tu vois, il y a à la fois de la méconnaissance. Je pense qu'il y a plein de gens qui encore une fois ne croient pas dans le fait de la libre éducation, que les gens vont bien trouver quoi apprendre, que si tu les laisses avoir chacun un précepteur, bah, ça va bien se passer en fait. Et il y a aussi le fait que je ne pense pas qu'on soit l'homme ou la femme idéale avec les compétences qu'il faudrait absolument préserver. Pourquoi donc ? C'est hyper intéressant. Tout à l'heure, sur le sujet de l'émancipation qui trouve toujours son chemin, tu me disais un truc que je trouve super intéressant. Tu disais la machine à vapeur, ça a donné naissance au marxisme et au socialisme. Alors aujourd'hui, on a un peu un bouleversement du même type que la machine à vapeur qui arrive. À quoi ça va donner naissance ? Tu as une idée de ce à quoi ça peut donner naissance comme grande idéologie émancipatrice, l'IA qui nous arrive là ? J'ai pas d'idée, mais j'ai un profond sentiment que d'abord nous revivons ce moment historique. C'est que nous revivons l'arrivée d'un objet extérieur qui va venir transformer en profondeur la capacité de production du monde et le qui produit, comment, pour faire quoi, et où sont les forces de travail et le rapport de force entre la propriété ou pas, la question des communs, de l'open source, la question évidemment de l'enclosure, quoi. Tous ces trucs-là sont d'une modernité complètement dingue. Et que donc on a besoin, et j'étais ravie que tu m'écrives d'ailleurs, parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui, c'est que on a besoin d'une repolitisation réelle des enjeux et que les gens comprennent que faire du politique, c'est pas ce dont on nous parle tous les jours à la télé, quoi, tu vois, mais avoir une pensée critique, politique, sociétale, et que tout est à reconstruire et à regagner. Voilà, donc ça, moi, c'est mon premier... et donc, pour faire naître quoi ? Ben, j'ai plutôt mes propres tendances, mais qui sont mes tendances, et c'est peut-être pas ça qui sera à la fin. La question, c'est y a-t-il des gens pour essayer de bâtir quelque chose, ou est-ce que les gens qui devraient être en train de bâtir quelque chose sont tellement soit tétanisés, soit critiquants, soit refusant se disant « Oh mon Dieu, ça va pas être comme hier », qu'en fait, ils sont absents de la construction. Moi, c'est plutôt ce sujet-là qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'on est trop peu nombreux, y compris j'ai plein de copains qui sont dans une posture très critique par rapport à ce qui est en train de se passer, mais qui, du coup, ne sont pas, à mon goût, suffisamment explorateurs de se dire, bah, avec ça, on a l'opportunité de produire autre chose, à condition de faire de l'IA frugale, d'une manière ou d'une autre,
à condition de ne pas créer de la dépendance moyennant tout le monde. C'est-à-dire que si tout le monde pose la même question à un méga LLM qui répond la même chose à tout le monde, où est la créativité, la personnalité, la sensibilité humaine? Donc, quelles sont les pistes pour s'extraire à ça? À condition d'arrêter de dévorer la planète pour des raisons de ressources, d'énergie, mais aussi de terres rares et tout ça. Donc il y a plein de conditions, à condition d'une vraie redistribution de la valeur. Moi, je fais partie des utopistes qui peuvent encore se dire, écoute, à titre perso, tu peux bosser 1 heure, 2 heures par jour, et puis fondamentalement, tu as fait le taf en fait, que tu faisais avant 2 jours, ou 3 jours, quoi, tu vois. Donc, ok, est-ce que revenu minimum universel ou pas? J'ai pas d'avis complètement parce que ça peut être très bancal et ça peut être extrêmement fragilisant, y compris quand il y a vraiment un peu de tout autour de ça. Et je suis pas assez fine connaisseuse du sujet. Moi, j'aime bien la notion de prospérité, telle que défendue par Bruno Latour. Tu vois, la question de la convivialité, si on appelle Ivan Illich, évidemment. Et donc, c'est quoi une IA conviviale, une IA appropriable? Moi, je crois qu'on doit développer nos propres écosystèmes d'IA. Je parle de Pokémon. Quoi, tu vois, je veux construire des mini Pokémon tout petits qui savent faire qu'un super pouvoir. J'ai pas besoin d'un LLM qui sait tout faire pour traduire un texte de français en anglais. Quoi, tu vois, j'ai juste besoin d'un tout petit modèle qui sait juste faire de l'anglais, en fait. Donc, je pense qu'on a plein de sujets d'architecture et autres. Et que oui, donc voilà, donc c'est ça mon point, c'est plutôt de dire effectivement, nous sommes en train de revivre l'arrivée de l'électricité ou du moteur à explosion. Ça a transformé vraiment fondamentalement nos sociétés, y compris, il faut quand même se souvenir que comme il n'y avait plus besoin de force mécanique, de force musculaire, excusez-moi, ça a permis l'entrée des femmes dans une partie du monde du travail. Que là où il fallait 100 hommes pour faucher un champ en une journée, il a fallu un tracteur. Donc évidemment que le travail s'est redistribué autrement. Et plein d'autres encore. Et je pense que dans 200 ans, ils diront, ah bon, les gens, ils passaient vraiment 8 heures par jour pour remplir des tableaux Excel toute la journée, case par case, et aller faire des graphes à la main eux-mêmes. Ça devait être fastidieux, mais comme tu te dis, ah bon, il fallait coudre à la main 15 rideaux, qui a encore... Quoi, tu vois, voilà. Et en même temps, il y a la place pour ceux qui ont envie de coudre à la main. Moi, je suis très proche, par exemple, des compagnons du devoir. J'ai plein d'amis qui sont compagnons pour plein de raisons. D'ailleurs, dans mes activités, à un moment donné, j'avais un tiers-lieu dans une maison des compagnons du devoir, justement pour mixer cette approche de l'excellence numérique et de l'excellence artisanale. Et c'est très bien qu'on ait encore des ferronniers et des gens qui font du cuir et des maroquiniers et tout ce que tu veux. Et il en faut. Donc moi, je m'interroge plutôt sur quelle préservation des compétences. Si un jour l'IA s'arrête, est-ce qu'il faut faire la maison des compagnons du devoir des compétences cognitives, quoi, tu vois, ça, c'est un truc qui parfois peut m'animer. Je vois l'idée. Tu disais, un des enjeux absolument décisifs, c'est est-ce qu'on est capable de nouer un rapport collectif à l'IA, qui n'est pas juste un rapport individuel. Tu parlais de l'initiative que tu as prise, l'ABIA, mais peut-être juste avant pour que les gens comprennent, parce que l'expérience qu'ont plein de gens pour un ordinateur, en fait, c'est une expérience individuelle. Et du coup, quand on parle de Fab Lab, de Hackerspace, c'est hyper abstrait, en fait, pour plein de gens. Est-ce que tu peux expliquer un peu, je ne sais pas, ce que c'est de passer 2 heures dans un Fab Lab, ou qu'est-ce que ça veut dire, un rapport collectif à l'informatique et au fait de faire de l'informatique? Et peut-être c'est dire aussi ce que tu essaies de créer ou de recréer avec ces labia. Oui, très très bien. En fait, déjà à l'époque, donc la question de l'arrivée de la fabrication numérique personnelle. Les Fab Labs, c'est Fabrication, la Fabrication Laboratory. Et c'est né au MIT, au MIT sur le constat qu'en fait, qu'il était en train d'arriver toutes des gammes de machines qui rendaient accessible à l'individu la capacité de production industrielle. Donc, par exemple, il existait déjà des imprimantes 3D avant, mais du fait qu'une licence propriétaire est tombée au bout de X années et que soudainement les plans sont devenus libres, il y a des gens qui se sont mis à fabriquer eux-mêmes des imprimantes 3D dites personnelles, le modèle RepRap à l'époque,
et qui les ont documentés, parce que du coup, ça s'est cumulé avec la culture du web, qui elle-même s'est cumulée avec la culture de la micro-informatique, en fait. Tout ça, c'est de la pile d'enchaînement. Donc, du coup, c'est la culture du web appliquée à la machine. Et donc, ils se sont mis à documenter, à partager les plans, à distribuer les plans. Et donc, il y a des gens un peu partout dans le monde qui ont vu les plans, qui ont dit, c'est pas compliqué, c'est des tiges filetées, un petit moteur, un truc, et qui donc se sont mis à fabriquer par eux-mêmes ces machines. Et ces machines permettaient elles-mêmes de fabriquer, puisque des imprimantes 3D, tu mets une matière dedans, genre un fil en plastique, ça fond et ça va venir produire l'objet devant toi. Et après, il y a eu de la même manière des découpes laser qui se sont démocratisées, de la brodeuse numérique, etc. Et donc, ces machines, elles ont donné là aussi des super pouvoirs à des gens comme moi qui savent rien faire de leurs 10 doigts à part taper sur un clavier. C'est-à-dire que, tu vois, sculpter, avant, j'en étais pas capable. Par contre, trouver sur Internet le plan d'un objet qui me plaît, le récupérer, le télécharger, le modifier en apprenant vaguement à utiliser un logiciel de modélisation 3D, sortir un fichier STL à la fin et l'envoyer à la machine qui va produire pour moi, soudainement, je me suis mise à pouvoir fabriquer des trucs. Donc, mais tout ça, c'est très bricoleur. Il faut de la machine, donc il faut de la place. Tu vois, souvent les Fab Labs, j'ai appelé ça les salles de gym de la créativité. Tu vas à une salle de gym parce que tu ne vas pas avoir chez toi 5 machines, quoi, tu vois. Donc il faut un espace dans lequel tu vas avoir accès à un canapé, à un frigo et à de quoi boire un verre, parce que ça, c'est essentiel. Mais tu vas aussi trouver une découpe laser, une imprimante 3D, des kits Arduino pour faire de l'IoT, de l'objet connecté, et plein d'autres trucs qui te permettent de fabriquer presque tout et n'importe quoi. Et je reviens à ça, de même que le micro-ordinateur permettait de fabriquer presque tout et n'importe quoi, de même que le web a permis d'une autre manière de fabriquer et distribuer presque tout et n'importe quoi, eh bien, soudainement, on s'est mis à pouvoir fabriquer et distribuer presque tout et n'importe quoi en termes d'objets physiques. Donc, pouvoir réparer des choses, pouvoir créer des pièces uniques, pouvoir faire des œuvres d'art, pouvoir faire un cadeau pour un copain, pouvoir faire une prothèse pour un handicap, etc., etc., etc. Tout et n'importe quoi. Et du coup, dans les Fab Labs, moi, j'en ai ouvert plein, encore une fois. Ce que tu trouves, c'est une communauté avec qui tu vas apprendre. Parce qu'en fait, si tu te retrouves seul devant tout ça, il te faut combien de temps pour découvrir toutes les machines, les matériaux, comprendre comment ça marche? C'est juste ingérable, en fait. Donc, en fait, il y a besoin d'espace collectif pour apprendre ensemble la complexité et la pluridisciplinarité. Ce qui était très, très beau dans les Fab Labs, c'est que j'avais malheureusement souvent des dames qui venaient parce qu'on avait une brodeuse numérique, par exemple, tu vois, ou qui venaient faire des costumes et avaient besoin d'une découpe laser. Et puis, j'avais plutôt, je vais genrer volontairement, de manière un peu caricaturale, plutôt des gars qui faisaient de l'électronique et qui avaient envie de faire de la robotique. Et à la fin, on a créé des trench coats augmentés ou pour des cyclistes où si tu levais le bras, tu avais un clignotant qui se mettait tout seul en œuvre, etc. Et c'est le mélange des compétences et c'est le mélange des expertises qui fait qu'à la fin, cette dame dont je me souviens toujours, elle savait ce qu'était Arduino, un microcontrôleur et autres. Et mon électronicien, il avait appris ce qu'était un patron et il était capable de dessiner un bout de fringue, quoi, tu vois. Et ça, c'est beau. Donc, c'est le apprendre ensemble. Et en fait, si je me suis dit, je dois rouvrir des labs maintenant, ça fait quasiment 10 ans, quoi. Tu vois, je me suis, moi, arrêtée à un titre perso, 2015. Après, j'ai fait d'autres choses, d'autres formes. J'ai toujours fait des tiers-lieux apprenants. Mais la partie vraiment Fab Lab, j'ai plutôt arrêté vers 2015-2016, donc ça va faire 10 ans. Eh bien, 10 ans plus tard, il y a absolument besoin de recréer des espaces d'apprentissage collectif. Parce que seul face à l'IA, c'est quasiment, ça va trop vite, c'est impossible de comprendre ce qui est en train de se passer. 2, tu vas vite te faire peur. Et 3, sinon, tu vas avoir mal à la tête. Mais en tout cas, il y a besoin de retrouver, y compris un espace, parce qu'il y a plein de questions, ça vient te percuter, donc il y a plein de questions politiques. Il y a plein de gens qui se posent plein de questions sur qu'est-ce que j'apprends à mes gosses, est-ce que ça vaut encore le coup de faire ça ou ça, comment demain est-ce qu'on va se faire voler tout notre travail ou pas, et est-ce que vraiment il faut accepter d'utiliser ces machines ou parce que quand même ça vole la propriété intellectuelle, etc. Il y a plein de questions. Et donc il faut des lieux de débat et d'apprendre. C'est ça donc, le Labia. Et le Labia, c'est effectivement ça. C'est de retrouver ces espaces collectifs dans lesquels on va à la fois faire des démonstrations,
on va à la fois donc se dire, bah tiens, depuis 15 jours qu'on ne s'est pas vu, qui a fait quoi avec quoi, et se rendre compte de tous les cas d'usage possibles et de tout ce que les gens font avec ces trucs-là que toi, tu n'aurais jamais pensé à faire. C'est découvrir les nouveaux outils, les nouveaux trucs qui sont sortis entre-temps en disant, ouais, attends, moi j'ai vu tel truc, ah bon, ça existe, ah oui, ça existe depuis 3 jours, parce que c'est un peu le problème. Et puis c'est le faire en mangeant un truc, en partageant un verre, en étant dans un espace safe, en étant rassuré, avec des néophytes qui ne sont pas des spécialistes. Et qui du coup, voilà. Et puis moi je suis là, et puis parfois j'ai des copains qui sont là, qui connaissent ces milieux-là aussi. Et donc on est de temps en temps capable de redonner un peu de base, à la fois soit de techno, soit d'histoire, soit d'expliquer d'où vient le numérique à la base, ou les questions qu'on a déjà rencontrées avant. Donc d'amener un peu de fond, quoi, tu vois. Et donc, c'est ce mélange de convivialité, exploration et parfois discussion un peu plus sérieuse. Voilà. Et j'en fais un tous les jeudis, un jeudi soir sur 2 dans un tiers-lieu qui s'appelle le 47 à Paris. Je suis en train de faire un modèle visio en parallèle. Voilà. Et vient qui veut pour l'instant. Et ça marche super bien, quoi, tu vois. Et je pense que j'ai un copain qui va déployer le modèle sur Nantes, parce que, quoi, le Nantes modèle, quoi, tu vois, pour l'instant, c'est tu réunis des gens dans ton salon ou dans un tiers-lieu, et voilà, quoi, et ça commence là. Donc, voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la diversité des compétences que ça offre à n'importe qui, parce que ce qu'on entend, je ne sais pas si on entend beaucoup, mais ce qu'on entend régulièrement, c'est l'IA nouveau taylorisme, quoi. L'IA nouvelle hyper spécialisation du travail. Au téléphone, toi, tu me disais que pour toi, l'IA, c'est l'inverse. C'est la fin de l'hyper spécialisation, parce que ça permet à tout le monde de faire plein de trucs, même quand on n'a pas de compétences préalables. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a un collègue à Espace Marx, il s'appelle Anthony Bourdel, je lui fais bonjour. Il est tombé sur un extrait de Marx, où Marx il dit ça déjà à propos du machinisme moderne et du métier à tisser jacquard et de tous ces trucs-là. Pour lui, en fait, c'est en quelque sorte l'aspect positif du capitalisme. Alors ici, tu as un ouvrier de San Francisco qui lui a écrit une lettre, et tu vas voir, c'est marrant, le type, il écrit « Comme le travail dans les mines ne rapportait pas assez, je le plantais là et me rendis à la ville où je fus tour à tour typographe, couvreur, fondeur en plomb, etc. Après avoir ainsi fait l'expérience que je suis propre à toute espèce de travail et capable de travailler dans tous les domaines, je me sens moins mollusque et davantage homme. » C'est comme ça que tu vois les choses sur l'IA ? Très beau. C'est très beau. C'est toujours incroyable quand on se penche parfois sur l'histoire, on trouve des gens... Voilà, bon. Très bien. Ouais, moi, c'est même comme ça que je le vis. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi que vraiment je travaille au quotidien avec de l'IA, que, tu vois, et y compris... il y a 2 ans et demi, 3 ans même, tu vois, j'étais consciente que quand je disais, ouais, ça va tout transformer, c'est un peu comme mon modem 86K, quoi, tu vois. 56K d'ailleurs, quoi, tu vois. Faut se souvenir pour ceux qui sont moins âgés, quoi. Tu vois, c'est nos tout premiers modems qui faisaient beaucoup de bruit, qui faisaient 50 kilo-octets secondes. 50 kilo-octets, ici, vous avez bien entendu. Et c'était déjà magique. Et on avait 256 couleurs maximum. Mais évidemment que c'est pas la techno tu vois, c'est pas le 5G qu'on a aujourd'hui, ou le Wi-Fi que tu as à la maison, ou la fibre que tu as dans ton appart, quoi, tu vois. Et donc, moi, j'étais très consciente que l'IA était très imparfaite il y a 2 ans et demi, 3 ans, mais que en tirant le même fil, on allait avoir quelque chose qui devenait réellement efficient. Et en fait, ça va beaucoup plus vite que ça. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, ça a atteint un niveau où moi, il y a 2 ans et demi, j'aurais dit oui, ça on l'aura dans 10 ans. Quoi, tu vois. Il y a un sujet de rapidité, de vitesse. On pourra revenir dessus, qui pour moi est le vrai problème, quoi, le vrai truc dont moi-même, je ne sais pas trop quoi faire pour le coup. Mais pour revenir à ta question, oui, pour moi, oui, bien sûr, c'est complètement la fin du taylorisme. Parce que mon grand plaisir avec l'IA, c'est que j'ai retrouvé le pouvoir artisanal. Je peux refaire de bout en bout une même pièce. Au sens où, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, on va prendre mon mari typiquement, qui s'est soudainement mis à dire « j'ai envie d'écrire un livre pour mes neveux ». Il a rédigé les textes, inventé l'histoire, illustré, mis en page, auto-imprimé de bout en bout. Et s'il avait voulu en faire la promotion, il aurait pu utiliser l'IA pour lui monter une campagne marketing, lui demander de pré-rédiger des posts sur plein de réseaux sociaux, etc. Et avant, il aurait fallu qu'il demande à combien de corps de métier, de gens qui, toute la journée, le métier, c'est d'être community manager et de préparer des posts LinkedIn et rien d'autre.
Et j'ai rien contre les community managers. Tout le métier, toute la journée, c'est de tomber des lignes de code en COBOL et rien d'autre. Toute la journée, c'est de relire une convention juridique et rien d'autre. Parce que nous avons créé une société industrielle qui a obligé à ultra spécialiser les humains et à les enfermer dans de la micro-tâche. On a saucissonné le monde dans un ensemble de silos et de cases et d'incompréhension. Je suis en train de lire La Voix de Edgar Morin en ce moment, tu vois. Nous devons absolument retrouver la transdisciplinarité. Et donc le fait que par l'IA ou avec l'IA, en coproduction, en hybridation avec l'IA, parce que cette hybridation, elle ne fait pas tout à ma place, loin de là, cette hybridation. Mais de même que je suis hybridé avec l'électricité aujourd'hui. Tu prends que dans cette pièce, il n'y avait pas d'électricité. Là aussi, en termes de compétences, de tout ce que tu veux, juste cette scène, elle n'existerait pas en fait. Internet n'existerait pas, on ne serait pas en train vous ne seriez pas en train de nous regarder. Donc tout ça, tu vois, cette infrastructure du monde, et je pense que c'est important qu'on se parle d'infrastructure du monde, qui permet de distribuer la capacité d'action et la capacité d'agir. C'est ça le sujet en fait. Il est en train de se transformer par l'IA parce que l'IA me permet de démarrer le matin en me disant je fais du jeu de rôle, moi. Rien à voir, tu vas me dire, mais je suis rôliste depuis mes 15-16 ans, donc je fais du jeu de rôle depuis très longtemps. Et en l'occurrence, je n'arrivais plus à créer des histoires moi-même et à les raconter et à les animer parce que je n'avais pas le temps. Quand je décide de refaire une campagne à titre personnel de vampire, en l'occurrence dans Paris 12e cet été pour mes gosses, par l'IA, j'arrive le matin, je lui dis tiens, j'ai envie d'animer un scénario cet après-midi, j'ai ça comme 4 idées, crée-moi 10 personnages, 4 lieux, 4 machins. Incroyable. Allez, une demi-heure après, c'est fait. J'itère. Du coup, je me dis ouais, non, mais ça me va pas, ce personnage-là, j'y crois pas, celui-là, je le jette, celui-là, là. Tiens, est-ce que tu peux me faire ça à la place ? Et tu te trouves dans une capacité de dialogue, d'itération. Avant, si tu voulais faire le même travail en équipe, il fallait trouver le temps où tu allais croiser l'autre, lui faire relire ta copie, attendre qu'il te fasse un feedback, te donner une réponse, quoi. C'est insupportable, ce temps de friction organisationnelle. Donc, tu vois, il y a un sujet de dire, de bout en bout, sans dépendre de la disponibilité ou pas quelqu'un, de trouver la bonne personne qui a la bonne humeur, qui a la bonne compétence, qui a la bonne disponibilité, qui veut bien le faire pour toi, devoir sans cesse trouver des micro-compétences et assembler. Pour faire un site web aujourd'hui, il te faut combien de compétences sur la table ? Moi, j'ai connu l'époque où un site web, j'étais seul sur mon clavier, je faisais un fichier HTML, je l'envoyais, j'avais un site web. Depuis, un site web, c'est 10 corps de métier. Et encore, peut-être même plus. Et donc, c'est des équipes, c'est du coût, c'est de l'infrastructure. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, ne savent plus faire un site web. Ils savent faire de l'intégration front-end. Ils savent faire une campagne de web marketing pour promouvoir le site. Ils savent faire de la rédaction de contenu sponsorisé. Mais du coup, ils ne pensent plus un projet. Et donc oui, on est à un moment où on peut complètement se libérer de ça, en fait. Et ça, c'est un retour au plein vraiment au potentiel de l'artisan, maître de son œuvre, de son travail, et capable de faire lui-même, quoi. Et donc, le mouvement maker est de produire par soi-même ce dont on a besoin quand on en a besoin. Et ça, c'est clé aussi, si je me permets d'enchaîner sur ce point-là, c'est que on est tous extrêmement dépendants aujourd'hui de plateformes américaines et on se sent tous en très grande fragilité de cette dépendance. Et voire même cette dépendance, elle nous a imposé des cadres de pensée. Par exemple, on a tous appris à produire dans les contraintes d'un Excel, dans les contraintes d'un PowerPoint. Eh bien, à titre perso, j'ai recompris, mais très récemment, il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois à tout casser, parce que je me suis mis à devoir refaire des supports de formation. Je ne supporte plus PowerPoint, mais vraiment, quoi. Et en fait, j'ai juste dit à l'IA, j'ai besoin de faire un support avec ça dedans, est-ce que tu peux m'aider à le faire ? Elle m'a dit, oui, bien sûr, si tu veux, je te fais un site web en HTML. Et en fait, elle s'est mise à me faire des schémas. J'ai des slides, entre guillemets, donc j'ai gardé le fait d'appuyer sur la flèche gauche ou la flèche droite pour avancer d'une case ou reculer d'une case, quoi, tu vois. Mais dans ma slide, j'ai des démonstrateurs interactifs faits en JavaScript. Tu peux cliquer sur des boutons, tu as des trucs qui se passent que tu ne peux pas faire dans un PowerPoint.
Je ne suis plus enfermée dans le format texte parce que je peux faire apparaître une pop-up si je veux pour avoir un truc qui apparaît en plus. Donc tu regardes une liberté. Tout le monde me dit l'IA est très mauvaise pour faire de l'Excel, il n'y arrive pas. Si tu as des tableaux compliqués financiers, tu ne peux pas lui faire confiance, il se plante et tout ça. Donc j'ai fait des tests moi-même. Je suis en train de faire une asso, donc pourtant elle est toute petite l'asso, mais on a voulu faire un petit business model et donc je me suis retrouvée à vouloir faire un prévisionnel à une IA, quoi, tu vois, qui était simple. Et là, effectivement, il s'en mêle les pinceaux. Incroyable, quoi, tu vois. Le truc tout bête, tu lui dis fais-moi un premier tableau prévisionnel, très bien. Tu dis attends, supprime-moi telle ligne, ajoute-moi telle ligne. Et là, tu te rends compte qu'il a codé toutes ses références en dur, que donc quand tu fais péter une ligne, ça te fait péter toutes tes formules et compagnie. Je me suis dit, mais comment est-ce que parfois il fait des trucs si bien et pourquoi sur un truc aussi débile que ça, il est si mauvais, quoi, tu vois. Et à un moment donné, j'ai dit, mais attends, mais arrête. En fait, tu veux faire un tableau financier, du Python et de la data science, ça sait faire ça très bien. Donc je lui dis, fais-moi une web app qui me présente mon prévisionnel et qui me permette d'avoir 3 sliders pour glisser mes hypothèses et permets-moi d'avoir un simulateur de budget. Il m'a fait mon simulateur de budget. On fait plus de Excel, il sait très bien coder en Python et il fait ça très très bien. Et ça marche en fait. C'est juste moi qui suis enfermée intellectuellement que si je veux faire un prévisionnel, il faut donc que je fasse de l'Excel. Et Excel est tellement compliqué et tellement mal foutu et avec tellement de règles qu'il t'impose qu'on peut complètement s'extraire et se libérer de ce monde de contraintes. Que même pour une IA, c'est une galère Excel. Ouais, même pour une IA, ouais, tout à fait. Ça a été ça mon apprentissage, je suis d'accord avec toi. Même Claude, en l'occurrence, ne s'en sort pas d'Excel. Quoi. Tu vois, tu fais OK. Et je trouve ça fascinant, tu vois, et tout ça, évidemment, quand je code mes propres outils, je les héberge, en l'occurrence, chez Clever Cloud en ce moment, sur des environnements souverains. Le code m'appartient, il est dans mon ordinateur, je ne dépends d'aucune plateforme. Je me suis redéveloppé l'équivalent d'un logiciel qui s'appelle Notion, qui permet globalement d'organiser des projets complexes et d'être un outil collaboratif pour coécrire des actions ensemble, qui est une solution américaine. Je l'ai recodé et je suis maître de sa roadmap. J'ai ajouté des fonctionnalités qui n'existent pas habituellement. Quoi. Évidemment, plus ça va de semaine en semaine, plus je m'éloigne du soft initial, puisqu'en fait, je n'ai pas besoin de ce que des éditeurs américains ont pensé à ma place dans mon outil. Tu le fais à la main, bien sûr. Tu le fais toi-même, tu le fais à ta main, tu le fais avec tes besoins, tu simplifies tes workflows, tu mets tes autres process autrement, etc. etc. Alors j'aurais encore plein de questions à te poser sur les usages. Ça sera peut-être pour une prochaine fois si tu veux bien, parce que l'heure avance et j'ai quand même des sujets que je voulais aborder bien avec sûr. toi. Vas-y. Parce que les gens se rendent pas forcément compte de tout ce qui s'invente dans les administrations et de tout ce qui se fait dans les administrations. J'ai vu qu'à l'IGN, par exemple, il y a un modèle fondationnel qui a été développé par les équipes de l'IGN qui s'appelle Maestro. Tu voudrais bien raconter un peu cette histoire-là ? Oui, bien sûr. Je pense que déjà, il faut comprendre que, donc là, effectivement, je prends une casquette un peu plus IGN. Il faut comprendre que l'IGN, donc, c'est l'Institut national d'information géographique et forestière. C'est donc le cartographe, celui qui est en charge de produire toutes les cartes de l'État, et ça depuis Napoléon, en l'occurrence. Donc, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, on définit autrement. On a deux autres manières aussi de le définir. C'est de dire que d'abord, on est cartographe de l'Anthropocène. Donc avant, tu faisais une carte statique. Tu vois, si tu avais fait la carte de la forêt du Morvan, tu pouvais attendre 15, 20, 30 ans avant qu'elle bouge. Il se passait pas tant de choses que ça, tu vois. Donc c'était pas grave de faire une carte tous les 50 ans. Aujourd'hui, quand tu veux conduire des politiques publiques face à la transition, face au changement climatique, aux conséquences du changement climatique, quand tu veux prendre des décisions pour anticiper des enjeux de changement climatique, tu as besoin de cartes beaucoup plus rapides, beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent. Et donc, pour ça, ça fait déjà longtemps que l'IGN fait de l'intelligence artificielle au service de la transition écologique. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux pouvoir suivre l'artificialisation du sol dont on entend souvent parler, et essayer d'impulser des politiques publiques pour moins artificialiser les sols, il faut déjà savoir d'où on part, où est le baromètre. Et donc l'IGN a produit un modèle d'IA, tout un service numérique qu'on appelle l'occupation du sol à grande échelle, et qui, grâce à l'aide de l'IA derrière, permet, à partir de nos photos aériennes, de savoir que ça c'est un champ, ça c'est une maison, etc., etc. Et donc permet de venir cartographier
l'occupation du sol et si c'est artificialisé, pas artificialisé. Donc, voilà, du coup, on est opérateur data IA de la République. C'est l'autre manière qu'on a de le dire. Donc, tu vois, c'est plutôt d'ailleurs dans cette casquette-là qu'évidemment, moi, j'ai rejoint l'Institut depuis maintenant 2 ans et demi. Un des enjeux qu'on a, c'est qu'en fait, si tu veux faire la carte des essences forestières, donc t'imagines, tu as des photos aériennes de forêt. Et toi, tu voudrais pouvoir dire, dans telle forêt, à tel endroit exactement, c'est soit des pins, soit des hêtres, soit du tout glace, soit etc. Aujourd'hui, tu as des gens qui, nous, dans nos métiers, savent faire ça. Tu as des gens qui font de la photo-reconstitution, qui peuvent analyser effectivement des vues aériennes et te dire c'est telle espèce d'arbre à tel endroit. Mais on ne sait pas le faire on sait pas le faire très vite à très grande échelle, encore une fois, face à l'adaptation, les incendies, les inondations, tout ce qu'on est en train de vivre, qui fait que parfois, tu as besoin de réactualiser très vite et autres. Eh bien, pour faire ça avec de l'ancienne IA, il aurait fallu plein de données d'annotation. Et en fait, de la donnée d'annotation d'essence forestière vue du ciel, il n'y en a pas beaucoup et ce n'est pas le truc que tu fabriques simplement, tu vois. Donc pour ça, on a développé nos propres modèles dits de fondation, qui sont des manières de produire des modèles d'IA qui ne demandent pas d'annotation en grand volume de données et qui donc te permettent d'avoir un modèle qui va te permettre d'étudier effectivement et après de spécialiser, parce que tu vois, en France, si tu veux reconnaître des maisons, une maison en Alsace, elle ne ressemble pas à une maison en Provence. Et donc, si tu veux, quand ton IA, elle reconnaisse que c'est des maisons, il faut leur apprendre. Donc, du coup, le modèle de fondation, il sert à avoir une base commune d'analyse visuelle, de reconnaissance visuelle de paysages. Et après, tu vas fine-tuner, tu vas spécialiser ton modèle en disant, tiens, je vais t'apprendre particulièrement à reconnaître des maisons. Et dans les maisons, il y a plusieurs types de maisons. Et donc là, tu vas lui donner des données pour lui montrer à quoi ressemble une maison alsacienne vs une maison de Provence, par exemple, mais beaucoup moins, bien grand moins nombre que si tu avais dû tout faire. Et donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi nous, on produit des modèles, parce que d'abord, c'est un enjeu de souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on a un sujet, on produit des communs numériques, on produit des modèles d'IA, on est producteurs nous-mêmes. Tout ça, c'est mis à disposition de l'intégralité des acteurs, tout comme nos données qui sont en open data. Donc c'est parce que ce qui est commun est souverain. Et que ça, c'est une phrase que j'ai appris de mon directeur général et que je trouve très belle. Ce qui est commun est souverain. C'est-à-dire que comme c'est commun, ça appartient à tous. Et comme ça appartient à tous, ça permet à chacun de choisir sa manière de faire monde, de choisir sa manière d'agir. Et donc effectivement, on n'est pas contraint par un seul décideur qui peut arrêter tout à un moment donné. Donc on construit ses propres modèles. Et pour autant, il y a des gens qui essayent de faire un méga modèle généraliste du monde entier, tu vois. Et ça, nous, on n'y croit pas. C'est-à-dire que nos modèles de fondation, ils sont quand même spécialisés dans la lecture du paysage. Tu vois, ils n'iront pas t'aider à modéliser une chaîne de production dans une usine. Ils ne te permettront pas de simuler un aéroport non plus. Ou ils te permettront pas d'aller identifier les plantes sous-marines et les fonds de mer, tu vois. Et donc, on pense qu'il y a un besoin, effectivement, de créer on pense qu'il y a un besoin, effectivement, de créer comme ça une forme de modèle spécialisé, qui est un premier modèle de fondation, mais un modèle de fondation pour un ensemble d'usages qui sont quand même liés à la connaissance du territoire, qui est le métier premier de l'IGN, permettre d'accéder à la connaissance du territoire. Et quand tu parles de défense de communs numériques, je vois bien l'idée, je vois bien le principe, et c'est vrai que c'est une très belle phrase, ce qui est commun est souverain, mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça implique quoi comme activité pour une administration de défendre les communs numériques ? Ça veut dire que, tu vois, alors quand Sébastien Soriano, qui est donc directeur général de l'IGN, est arrivé il y a maintenant 5 ans, je dirais, à la tête de l'Institut, donc 2 ans et demi avant moi, ça veut dire, il a tout de suite mis en place, très rapidement, ils sont arrivés à l'idée du rôle des communs et du fait d'avoir mis en place, à l'époque, ça s'appelait la fabrique des géocommuns.
Et donc, l'hygiène est passée de l'hygiène produit seul et le sachant, c'était un peu l'encyclopédia universalis, quoi, tu vois. Et le web est arrivé par là, et d'un côté, il y a évidemment tout le phénomène Google Maps et le fait qu'aujourd'hui, tout le monde utilise des cartes, mais des cartes non souveraines, des cartes construites par par une société privée, etc., etc. Et de l'autre, il y avait OpenStreetMap. C'est-à-dire que les amateurs se sont mis à produire des cartes aussi. Et l'hygiène est le seul à faire de l'information géographique de référence, c'est-à-dire qui soit légale devant la loi. Si tu as à un moment donné que tu veux discuter où est la frontière ou la limite de ton administration, de ta commune, c'est la donnée de l'hygiène qui fait foi pour le coup. Et donc tu peux plus produire seul. Quand à un moment donné, il y a eu cette prise de conscience que le monde avait bougé là-dessus et que on avait besoin de données de plus en plus spécialisées aussi. Que nous, notre rôle, c'est pas de connaître l'état de la les usages du monde de la forêt ou le déploiement des usages du littoral et des conflits d'usage sur le littoral. Donc il y a une question de devoir faire alliance. Il y a une question de devoir créer les dispositifs pour faire alliance. Et donc, l'hygiène, son directeur général et les équipes ont développé l'art de créer la table de pique-nique qui permet à tout le monde de venir s'asseoir autour de la table pour pouvoir commencer à construire ensemble. Donc il y a eu la fabrique des géocommuns, on a fait l'observatoire des forêts françaises qui réunissent un peu tout le monde aussi dans le monde de la forêt. On a maintenant la fabrique de la donnée territoriale. Comment est-ce qu'on arrive à construire ensemble de la donnée mais ensemble, c'est pas nous à la place des autres. C'est pas nous qui allons créer toutes les données sur les chemins ruraux d'une commune. Elle doit pouvoir produire là aussi par elle-même. Il y a un respect de chacun doit produire ce dont il a besoin. Mais si on ne le produit pas de manière intelligente, ensemble, interopérable, commune, en s'étant mis d'accord sur un minimum de référentiels qui font que ça ne fait pas une somme d'actions individuelles, mais qu'à la fin, nous sommes tous capables de bénéficier de ce que chacun a produit, et donc il y a une vraie production collective, et bien pour ça, il faut fabriquer des communs. Et donc fabriquer des communs, c'est apprendre à faire alliance, apprendre à faire confiance dans l'autre, à laisser la place à l'autre dans la production, etc. Et ça demande du temps et ça demande des changements de posture. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens qui parlent de l'hygiène, qu'ils ont connu, eux, d'avant, que moi, je n'ai pas connu puisque je suis arrivé que depuis 2 ans et demi. Donc, quand moi, je suis arrivé, ce mouvement était déjà pas mal en place. Disent, mais c'est incroyable le pivot et le chemin que vous avez parcouru. Avant, visiblement, nous étions vraiment la tour d'ivoire plutôt inaccessible, d'experts qui faisaient un travail de qualité magnifique. Quand tu avais 20, 30, 50 ans pour faire des cartes devant toi, encore une fois, et on a encore aujourd'hui, c'est d'abord un lieu d'excellence technologique, l'hygiène. Tu vois, on en a pas, tu vois, si on ouvre cette porte-là, on fait nos modèles de fondation, on utilise de la donnée satellitaire, on a les meilleurs connaisseurs des espèces forestières, on fait l'inventaire forestier. En termes de technicité, d'excellence technologique et scientifique, on est dans un très haut lieu. Mais pour répondre à la complexité du monde, on a besoin de vitesse, de rapidité, on a parfois besoin de moins de précision et de plus de fraîcheur, on a besoin de données qui soient plus proches des usages des gens. Et ça, il n'y a que les gens qui peuvent produire un très beau commun. Et peut-être que tu vois, qui te donne un exemple. C'est un magnifique projet qu'on fait avec OpenStreetMap qui s'appelle Panoramax. Donc tu as l'hygiène et Panoramax et OpenStreetMap qui produisent ensemble Panoramax, qui permet de faire une équivalence, une alternative à Google Street View, c'est-à-dire permettre d'aller faire de la vue immersive de routes et de paysages et de communes et autres. Donc on dit à des gens, prenez des photos, on a créé toute l'infrastructure technologique qui permet de déposer les données, les photos, et à partir de là, on a fait tous les moteurs technologiques qui permettent de recréer la vue immersive à partir des photos déposées, et aussi de détecter de manière automatique avec de l'IA dedans les panneaux, aussi bien les panneaux, les passages piétons, les fils électriques, les infrastructures, etc. Et ça, c'est un commun, c'est en open source, c'est distribué. Il y a plusieurs nœuds de distribution, dont un certain l'hygiène, d'autres chez OpenStreetMap. C'est travaillé de manière commune dans les équipes, etc., etc. Emmanuel, c'était vraiment passionnant. Merci.
tous les sujets que tu as pu aborder, tout ce que tu as pu partager. Je pense que ton enthousiasme est communicatif. J'espère qu'il donnera envie à plein de gens de s'y mettre et de s'en emparer pour prendre le pouvoir eux aussi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler et de revenir sur tout ça quand ça aura encore avancé, puisque ça avance tous les jours en ce moment. Avec plaisir. Et puis, on a vraiment tout à fabriquer devant nous, on a tout à bâtir devant nous. Donc, mettons-nous-y. Super. Voilà. Ben, Merci beaucoup. Merci à toi.